Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Pêche en question. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, dans les locaux du Parlement européen, car c'est ici que se déroule, à quelques mètres de nous d'ailleurs, une réunion particulièrement importante pour les pêcheurs. Il s'agit de la fixation des taux admissibles de capture et des quotas de pêche. En clair, après avis scientifique, les États membres et les membres de la Commission européenne décident des quantités de poissons que les pêcheurs pourront capturer tout au long de l'année. Ensuite, ces quotas sont répartis pays par pays, espèce par espèce et même bateau par bateau. Alors vous vous en doutez, les répercussions de cette réunion sont particulièrement importantes, tant du point de vue économique que du point de vue environnemental. C'est ce que nous verrons d'ailleurs tout à l'heure avec les invités de La Pêche en question. Mais avant cela, voyons comment les pêcheurs français vivent au quotidien ces quotas. C'est une enquête signée Pascal Berthelot. Aujourd'hui, Jackie sort pour la dernière fois son filayeur. La dernière pêche de l'année. Car il a atteint son quota de prise, la quantité maximale de poissons qu'il a le droit de pêcher sur une année. À 49 ans, ce spécialiste de la sole est inquiet pour son avenir et celle de son entreprise. Il y a un potentiel de pêche qui est là et on nous empêche de pêcher. Alors, pour qui, pourquoi? Pour faire plaisir à certaines personnes, je ne sais pas. Surtout que la flotte diminue, il y a de moins en moins de bateaux, la ressource elle est là, donc ils nous laissent travailler tranquillement. On ne demande pas grand-chose, hein, juste de travailler. L'année prochaine, son quota de pêche va encore diminuer. Comme beaucoup de ses collègues marins pêcheurs, car en France, plus de 30 espèces de poissons sont soumises à des quotas. La pêche en France, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 310 000 tonnes de prise par an. Depuis plus de 30 ans, certaines espèces de poissons sont soumises à des quotas fixés par l'Union européenne pour protéger la ressource. Un quota défini pour chaque espèce, des seuils de capture par année. Les pêcheurs ne sont pas prêts à tous les sacrifices, d'autant que les scientifiques reconnaissent la difficulté d'évaluer les stocks de poissons. Alors comment sont fabriqués les quotas ? Quels sont les impacts économiques sur les pêcheurs? Immersion dans un univers complexe, celui des quotas de pêche. Il est 2h30 du matin. Là, tous deux quittent le port de Lorient. Jackie est à la barre. Son fils Julien l'accompagne. La zone de pêche est à 1h30 de navigation. Cette prochaine seconde, fin de semaine, vous allez à moitié. Chaque matin, c'est le même rituel. Dans le cercle fermé des pêcheurs bretons, Jackie a su se faire une place. Allez, c'est parti. J'ai fait l'école de pêche à Etel. Et ensuite, je suis parti sur les bateaux à 15 ans. Donc ça fait, tu vois, j'ai 49 ans, ça fait 34 ans que je navigue. Mon père n'est pas pêcheur, personne n'est pêcheur dans ma famille. Il n'y a que mon fils qui fait comme moi maintenant. Donc il fait comme son père. Voilà. Il est sur le même bateau. Pour le pire et le meilleur. Et le pire en cette période de fin d'année, ce sont les quotas. C'est nerveux, ça là. Ils seront attribués mi-décembre. Et pour Jackie, la tendance n'est pas bonne. Moi, mon quota de sol, il est à peu près de 7 tonnes. À peu près, hein, vu que ça varie tous les ans, parce qu'on a des diminutions de quotas. Tous les ans, on a des diminutions de quotas. Là, en 2015, on perd encore 10%, ce qui n'est pas du tout normal. Voilà. Je ne vois pas pourquoi ils diminuent la pêche alors qu'il y a à pêcher. Philippe ? Je suis d'accord qu'il faille avoir du quota. C'est normal qu'il faille quantifier, mais que ce soit équitable, c'est tout. À longueur égale, à taille égale, les bateaux n'ont pas les mêmes quotas. Pourquoi il y a des bateaux qui ont le droit de pêcher plus que d'autres? C'est pas normal. On fait tous le même métier.
Le pêcheur est au début du processus de fabrication des quotas. À chaque sortie, Jackie consigne sur son journal de bord les prises de la journée. Je note la date, les quantités de poissons, les espèces de poissons, les positions. Ouais, c'est à peu près tout, hein. Les statistiques sont récupérées par les OP, les organisations de producteurs. Avec 800 navires adhérents et 100 000 tonnes pêchées, l'OP Pêcheurs de Bretagne est la plus importante de France. Cette organisation défend les intérêts des pêcheurs tout en les sensibilisant à la pêche durable. Marion est ingénieure agronome, spécialiste en halieutique. Ouais. 2 traits avec 100 kilos à chaque fois. Ouais. Alors que pendant un bon moment, il n'a rien fait au niveau du trait, il était à 0. Ouais. Les données du journal de bord de Jackie sont saisies dans des ordinateurs. Il était en avarie, donc c'est peut-être Ouais. pour ça. Et donc, à quoi ça sert ces données en fait? Ces données sont ensuite exploitées par l'IFREMER, les scientifiques, et elles servent à faire des évaluations de stock qui elles-mêmes serviront à déterminer les quotas pour l'année suivante. C'est nous un peu qui leur annonçons les bonnes ou les mauvaises nouvelles chaque année quand on a les quotas. Donc c'est à nous de leur faire passer l'info et puis ensuite de répartir ça entre eux et de veiller à ce qu'ils soient respectés. Et surtout de faire en sorte que chaque pêcheur puisse pêcher du 1er janvier au 31 décembre et non pas d'avoir un quota qui soit fermé en milieu d'année et que les pêcheurs ne puissent plus pêcher sur une période de l'année. Est-ce que les réunions de quotas, parfois, c'est houleux, ça peut arriver, ou il y a des discussions ou... Ça peut arriver, oui, mais on essaye toujours de trouver un compromis pour que chacun soit satisfait le plus possible. L'organisation de producteurs ne se contente pas de fournir des données aux scientifiques. Elle les met aussi en relation avec les marins pêcheurs. Des échantillonnages sont prélevés directement sur les bateaux de pêche par l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Ouais, marqueur et puis les Eppendorf du coup. Ces prélèvements sont analysés dans leur laboratoire. Donc voilà, donc ça c'est un échantillon. Guillaume, tu vas pouvoir le noter sur la feuille. Le bateau c'est l'Aigle des Mers. Le 4 juillet à Saint-Guénolé. Erwan est chercheur. Il est spécialisé dans le suivi des populations de poissons. D'habitude, son dada, c'est l'anchois. Aujourd'hui, il va travailler sur un échantillon de sardines. Pour évaluer les stocks de poissons, plusieurs critères sont analysés. Les 2 principales données, c'est la longueur du poisson et son âge. Donc pour qu'un stock se porte bien, il lui faut à la fois des petits, pour l'avenir du stock, et des gros, pour le côté, parce que tout simplement, les gros sont des géniteurs. Alors là, on les répartit par classe de taille au demi-centimètre. La plupart des poissons, on les mesure au centimètre. Mais comme c'est un petit poisson, pour avoir gagné en précision, on mesure au demi. Alors, ça commence à 14,5 du coup. 1, 2... Est-ce que ça dit déjà quelque chose, ça, Erwan, ou pas du tout? Oui, pour la structure en taille. Si ça c'est dû à 1 an, ça veut dire que dans cet échantillon-là, on aura quand même beaucoup plus d'1 an que des plus vieux poissons qui seront par là, à 18,5-19 cm. Alors, 26 grammes. Donc on l'ouvre pour déterminer si c'est un mâle ou une femelle. Là, on voit pas grand-chose. C'est une petite femelle 1, donc c'est-à-dire elle est en dehors de la période de reproduction. Voilà, et bien on va lui prélever les otolithes. C'est ces 2 petits os qui sont dans la tête de tous les poissons osseux, c'est-à-dire pas les requins, les raies, mais tous les autres, tous les poissons qui ont des arêtes. Et donc ils vont nous permettre de déterminer l'âge. Toutes ces données serviront à évaluer le stock de sardines disponible en Bretagne. C'est la même technique qui est utilisée pour toutes les espèces soumises à quota. Est-ce que c'est une science exacte? On essaie de la rendre la plus exacte possible. Mais pour que ce soit complètement exact, il faudrait pêcher tous les poissons pour savoir combien il y en avait. Donc de toute façon, on est obligé d'en avoir une petite partie, d'extrapoler. C'est globalement, on s'améliore parce que les outils mathématiques notamment continuent à se développer. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire aux pêcheurs ou de recommander
tant de milliers de tonnes. Si l'année suivante, on arrive là en disant « Ah oui, en fait, on s'est trompé, vous auriez pu en pêcher 2 fois plus ». Ou à l'inverse, ce qui est aussi très dangereux, c'est non, on s'est trompé, en fait, on en a compté trop et donc il aurait fallu pêcher 2 fois moins et du coup le stock pourrait être en péril. Faire une évaluation fiable des ressources disponibles, une lourde responsabilité pour les scientifiques. D'autant plus que sur le filayeur de Jacky, comme sur beaucoup de bateaux de pêche, on conteste les méthodes de calcul. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui refusent qu'ils viennent directement à bord parce qu'ils viennent ponctuellement, ils vont venir une journée, tu pêches pas, donc automatiquement ça veut dire qu'il n'y a plus de poissons. C'est archi faux, c'est archi faux. Le stock n'a absolument pas diminué. Et je pense que qui c'est qui est plus à même de parler de la quantité de poissons, c'est le pêcheur, c'est pas l'administration, c'est pas les politiques, c'est pas les scientifiques, c'est pas les écolos, c'est le pêcheur, tout simplement, ça va plus loin. D'où la ressource, on sait qu'il y en a. C'est une fluctuation, tu as des périodes où tu vas pêcher, tu as d'autres périodes où tu vas pas pêcher. C'est quoi? C'est le courant, c'est la météo, c'est la saison. Tu as plein de paramètres qui font que voilà, par période tu vas pêcher, après tu pêches pas. Qu'est-ce qu'on peut dire aux pêcheurs? C'est vrai, c'est pas vrai, parce que le pêcheur, il va pas aller sillonner tout le golfe de Gascogne pour voir où c'est qu'il y aura à pêcher. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à pêcher? Il va rester dans ces zones de pêche privilégiées, où la plupart du temps il vaut du poisson, où ça dépend des périodes et tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, en 2005, il y a eu crise de l'anchois s'est effondré, il n'y a pas eu de recrutement, très très faible. Et certains pêcheurs qui voyaient de l'anchois juste devant chez eux disaient « Ah bah oui, mais regardez, il y en a ». La preuve, c'est qu'il y en a. Mais oui, mais si toute la population est juste devant le port, voilà, c'est pas pour ça qu'à l'échelle du golfe de Gascogne, il y en a beaucoup. L'Ifremer revendique une approche globale et rationnelle des stocks quand le pêcheur plaide pour une approche locale et un ressenti. Les scientifiques de l'Ifremer ont mis au point un indicateur pour tenter de trouver un équilibre, le RMD, le rendement maximum durable. Le rendement maximum durable, ou RMD, c'est en fait la production ou la capture maximale que l'on peut tirer d'une ressource de manière durable, sans remettre en cause la pérennité du stock. C'est l'équilibre entre la pression de pêche et la ressource. Pour atteindre le rendement maximum durable, l'Ifremer fait des recommandations chiffrées. Alors ces recommandations, c'est des recommandations du TAC, hein, c'est-à-dire le total admissible de capture, c'est la taille du gâteau. Après, la répartition de ce gâteau entre les différents États, donc pour des quotas nationaux, ça se fait selon une clé de répartition qui a été établie il y a longtemps, qu'on appelle la stabilité relative. Et à l'intérieur de chaque quota national, il y a des divisions entre les organisations de producteurs et puis après, éventuellement, entre chaque pêcheur, sur la base, effectivement, de droits historiques. C'est le CIEM, le Conseil international pour l'exploration de la mer, qui compile les recommandations des scientifiques européens. Ce conseil fait alors une proposition de capture totale par espèce, les TAC, à l'Union européenne. Celle-ci définit pour chaque pays son quota. Didier Gascuel est professeur à l'école d'agronomie de Rennes. C'est un spécialiste du calcul des quotas. Donc là, ça veut dire que ce stock-là, s'il est réellement dans cette situation-là, il y a à la fois une situation de surexploitation, il y a trop d'efforts de pêche, et en même temps, il y a une biomasse qui est trop faible. Donc voilà, donc ça, c'est une façon synthétique de représenter la position des stocks. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le stock évolue année après année, en espérant qu'il va prochainement rejoindre la situation de bonne gestion de stock. Est-ce que vous formez vos étudiants justement à aller calculer ces quotas? Oui, bien sûr. Alors ça, on est un établissement où on forme beaucoup les étudiants à manipuler les modèles, à faire les évaluations de stock, à faire les pronostics. Voilà, donc les étudiants de master font ça, les étudiants en thèse font ça. Beaucoup des chercheurs Ifremer qui sont actuellement impliqués dans la groupe de travail du CEM ont été formés ici à Rennes au sein de l'école agronomique. Ça va, c'est clair? Oui, très bien. Bon, tu me mets les autres stocks aussi là-dessus, hein, puis on en reparle. Très bien. D'accord? Merci. Didier fait partie du CSTEP, le comité scientifique, technique et économique de la pêche. Ce comité fait aussi ses propres recommandations. Pour Didier,
le système des quotas est une réussite. Alors les quotas, ils ont été mis en place dès 1982, c'est donc une affaire assez ancienne. Mais pendant longtemps, les quotas sont restés très peu restrictifs, on avait des modèles qui étaient peu fiables et surtout il y avait peu de décisions politiques qui étaient prises à partir des données et des avis scientifiques. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on a maintenant des quotas qui ont été calculés de manière beaucoup plus sérieuse, des avis scientifiques qui ont été mieux pris en compte et qui effectivement ont abouti à une diminution très sensible de la pression de pêche. On estime qu'à peu près partout en Europe, la pression de pêche a été quasiment divisée par 2 depuis maintenant une douzaine ou une quinzaine d'années. Sur le filayeur de Jackie, on ne partage pas l'avis des spécialistes. Et ils sont pas mal plantés dans plusieurs domaines. Ils disaient qu'il n'y avait plus de thon. Du thon, ils sont aperçus qu'il y en avait plein. Et j'ai des collègues qui pêchent qui me disent il y en a à faire fumier. Qui laissent les pêcheurs gérer leurs quotas tout seuls, ce sera plus simple. Tiens, les araignées, là. Les scientifiques avaient dit en 2000, il n'y a plus d'araignées, il faut arrêter de pêcher les araignées. On marche dessus tellement il y en a. Oui, alors en partie, il y a eu erreur. Le cas du thon rouge est un cas très intéressant parce que pendant très longtemps, les scientifiques ont eu un diagnostic extrêmement pessimiste en disant le stock se porte mal, et à l'époque, c'était vrai. Et malgré les avis rendus par les scientifiques, des avis de plus en plus alarmistes, à peu près aucune mesure n'était mise en place. Il a fallu effectivement attendre que le thon rouge devienne une espèce médiatique, que les ONG développent un certain nombre de campagnes. Ces campagnes ont certainement été exagérées, outrancières. On a parlé de risque d'extinction du thon rouge, ce qui n'était pas réel. N'empêche qu'elles se sont traduites par le fait que des mesures ont été mises en place, peut-être finalement du coup retour du balancier encore plus forte qu'il n'était nécessaire, mais c'est clair que ce sont ces mesures extrêmement vigoureuses qui ont conduit à ce que le stock se reconstitue, redémarre et que les biomasses soient cette fois-ci en forte augmentation. Après des années de restrictions, les quotas de thon rouge vont augmenter de 20% sur les 3 prochaines années. Avec de telles variations, impossible pour les pêcheurs de se projeter à long terme. Pour Jackie, le quota de sole va diminuer, mais moins que prévu. Pour 2015, les scientifiques visent un renouvellement rapide des stocks de sole et donc avaient proposé une baisse de 37%. Une proposition ramenée à 10% par l'Union européenne. C'est le gouvernement français qui a fait pression pour atténuer l'impact économique d'une baisse aussi importante. Il est possible, la réglementation le prévoit, de reporter 2015, 2017, 2019 et jusqu'à la date butoir de 2020 l'atteinte de ce RMD. Là, c'est le rôle crucial qui est joué par le ministre chargé de la pêche, à savoir de proposer un point d'équilibre entre ce qui est possible d'un point de vue économique et ce qui serait souhaitable en vue de la gestion durable des stocks. Simplement, nous nous voyons contraints de tempérer cette atteinte au du RMD, parfois au-delà de 2015, lorsque des intérêts socio-économiques majeurs sont en jeu. Avant les négociations de décembre à Bruxelles, élus locaux, producteurs mais aussi ONG tentent de se faire entendre pour peser sur les débats devant la Cité de la Mode à Paris. C'est un système monospécifique, on regarde une espèce et on va allouer un quota pour une espèce. Ça va? Merci. Claire Nouvian, cette ancienne journaliste, est maintenant directrice d'une association qui lutte contre l'exploitation des écosystèmes marins. Stars de cinéma ou personnalités politiques sont venues la soutenir. Un message de soutien à la mobilisation des ONG. Pour Claire Nouvian, les quotas ne sont pas suffisants pour protéger les fonds marins. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer du système de quotas, mais les quotas, c'est une mesure de gestion dans les pêches parmi plein d'autres mesures de gestion. Aujourd'hui, ça paraît difficile de se passer des quotas tels qu'ils existent, parce que c'est quand même le minimum, c'est un clapet minimum pour avoir une forme de gestion raisonnée sur un stock de poissons. En revanche, les quotas, c'est quand même monospécifique, c'est-à-dire qu'on regarde l'état d'une ressource, un stock, et on ne prend pas en compte l'ensemble de l'écosystème et donc l'impact sur la chaîne alimentaire et l'impact sur l'ensemble de... Voilà, c'est pas une approche holistique, écosystémique du tout. Les petits pêcheurs comme Jackie représentent 80% des bateaux de pêche. Pourtant, ils n'ont aucune représentation à Bruxelles et sont très loin des négociations, des tractations entre pays qui dépassent le domaine de la pêche.
On parle de quoi? Ah ben justement, on parle porte fermée. Les négociations par principe, c'est des négociations où les uns les autres défendent leurs intérêts. Et donc il y a des pays qui sont évidemment pas concernés par les questions de pêche, mais qui sont amenés à se prononcer en tant que pays membre de l'Union. Donc forcément, beaucoup d'autres sujets rentrent dans le débat. C'est pour ça que, en tant que députée française et écologiste, ce qui m'importe, c'est la position française défendue dans ces négociations. La position française qui soit une position respectueuse d'une vision durable de la mer, tout simplement, et d'une vision soutenable. Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'est pas le cas encore jusqu'alors sur la question du chalutage en eau profonde. Au mois de décembre, les ministres de la pêche de tous les pays de l'Union européenne se réunissent pour fixer les quotas. Pour 2015, les recommandations des scientifiques sont alarmantes. Elles apparaissent comme de véritables provocations pour les pêcheurs. Exemple, le quota de cabillaud, une espèce importante pour la pêche française, baisserait de 64%. Un arrêt de mort pour bon nombre de pêcheurs dans la Manche. La difficulté de ça, c'est comment on assure une pression de pêche qui est faible. Et globalement, il y a deux manières de le faire, et moi je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de débat sur cette question-là. Soit on le fait en diminuant le nombre de navires. C'est une démarche qui est très souvent mise en avant ou privilégiée par la Commission européenne, qui met l'accent sur les surcapacités de pêche. Et je ne vais pas dire des choses démagogiques, je pense que sur certaines pêcheries, il y a une surcapacité de pêche. Mais il y a une deuxième possibilité qui est de diminuer les droits d'accès de chacun des navires. C'est-à-dire que chaque navire accepte lui-même de limiter son nombre de jours de mer, son nombre d'heures par jour, la taille de ses engins. Et ça peut permettre de maintenir une population de pêcheurs beaucoup plus importante. Alors, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a probablement un curseur à trouver, et il n'est pas le même d'une pêcherie à l'autre, pour savoir dans quelle mesure on doit diminuer le nombre de navires, ou dans quelle mesure on peut maintenir un nombre de navires et donc un nombre d'emplois important, mais en ayant en même temps des droits d'accès limités pour chacun des navires. Diminuer le nombre de navires de pêche ou baisser leur chiffre d'affaires, un choix difficile à entendre pour les marins pêcheurs. Les bateaux n'ont pas les mêmes quotas parce que ça a été décidé par rapport aux années antérieures. Les quotas ont été décidés, je crois, entre 1996 et 2003, je crois. Et donc ceux qui pêchaient bien à cette époque-là, ils ont eu des gros quotas. Ceux qui étaient à terre parce qu'ils étaient en panne ou mauvais temps ou quoi que ce soit, eux ont un petit quota. Voilà. Donc il y en a qui ont eu de la chance et d'autres moins. Au final, la répartition des quotas de pêche par bateau définie par les organisations de producteurs n'est pas toujours comprise, surtout par les pêcheurs comme Jackie. D'autant plus qu'en fonction de la saison, le prix au kilo de la sole varie de 10 à 30 €. Il faudrait pêcher quand le prix est le plus élevé pour optimiser le chiffre d'affaires. Un vrai casse-tête pour Jackie. Si ton quota de sole est atteint ou plus ou moins atteint, à toi de pêcher autre chose, mais c'est pas simple, hein. C'est compliqué, il faut investir dans d'autres matériels, pêcher d'autres espèces qui sont moins chères à la vente, donc automatiquement tu as une baisse de chiffre d'affaires qui est pas bon, quoi. D'accord. Donc du coup, c'est ça la solution, quoi, la diversification. La diversification, c'est bien, mais pour nous, c'est absolument pas rentable, quoi. Julien, le fils de Jackie, va reprendre le flambeau. Le jeune homme de 22 ans devra payer ses salaires, son gasoil, ses filets, et rembourser un emprunt de 3 000 € par mois sur le bateau. De nouvelles baisses de quotas risqueraient de faire tanguer l'entreprise. Les quotas, si ça continue dans ce sens-là, je pense qu'on va tous y passer, parce que si ça diminue chaque année, déjà qu'on n'a pas beaucoup, alors, ça va pas être facile. Pour l'instant, on a, je sais plus trop, 6 ou 7 tonnes de sol. Si ça baisse de 10% tous les ans, tu fais le calcul, au bout de 20 ans, il ne reste plus grand-chose. Pour Jackie et Julien, habitués à naviguer malgré les vents contraires, reste l'amour du métier et une farouche volonté de se battre pour vivre de leur passion. Les quotas, c'est le sujet principal de discorde dans le secteur de la pêche. Entre les scientifiques, les politiques et les pêcheurs, difficile de trouver un terrain d'entente. Conscient du problème, l'Union européenne vient d'accorder une enveloppe de 15 milliards € à la France
pour restructurer le secteur de la pêche. Impossible de savoir à ce stade si Jackie profitera de cette manne financière pour consolider son affaire. Retour à Bruxelles sur le plateau de la pêche en question avec nos invités. Jacques Pichon, vous êtes directeur du groupement Pêcheurs de Bretagne. Alors, Pêcheurs de Bretagne, c'est 3000 marins, 800 bateaux, 100 000 tonnes de poissons débarqués par an. Javier Garat-Pérez, vous êtes le président d'Europêche. Alors, vous représentez les organisations professionnelles de pêcheurs et vous êtes en charge de peser un peu sur les décisions qui se prennent, je le disais tout à l'heure au début de cette émission, à quelques mètres de nous dans les bâtiments du Parlement européen. Et puis, Lionel Changeur, vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef de l'agence Europe et correspondant ici à Bruxelles du quotidien Ouest France. Alors justement, je voudrais qu'on commence avec vous. On a l'impression qu'il y a une certaine dramaturgie autour des négociations de la pêche. Les mots sont très forts, on dit la survie des pêcheurs est en question. Alors est-ce que c'est, j'allais dire, du cinéma pour faire pression sur les négociateurs ou est-ce que vraiment les enjeux sont à ce point cruciaux qu'il y a cette tendance à la dramaturgie ? Bien, comme on l'a vu dans le reportage, chaque année à cette même époque, il y a effectivement pas mal d'effervescence à Bruxelles, puisque ici, là-bas, il y a les ministres qui négocient les quotas de pêche, et un peu plus loin, dans un hôtel, se rassemblent les représentants de pêcheurs européens, et qui effectivement essayent de suivre de très près les négociations, parce que la vie des pêcheurs en dépend, et ça c'est vrai. Cette année, le contexte est en plus pas très favorable aux pêcheurs, puisqu'entre en vigueur la réforme de la politique commune de la pêche, ce qui veut dire en 2015 l'interdiction progressive de la pratique des rejets en mer et aussi l'atteinte comme on a entendu parler, du RMD en 2015, quand c'est possible, et en 2020 au plus tard. Alors, Jacques Pichon, vous participez de loin à ces discussions dans le fameux hôtel dont parlait Lionel Changeur à l'instant. Vous suivez ça avec votre téléphone portable. Est-ce qu'on peut, quand on est à Bruxelles et que se déroulent ces négociations, peser encore sur le cours de l'histoire ? Ou est-ce qu'on est spectateur uniquement ? Je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste mesure. En fait, le travail ne commence pas lorsqu'on est tous rassemblés à l'hôtel Thon, juste à côté d'ici. En fait, c'est l'aboutissement d'un travail qui dure plusieurs mois et qui nous conduit à travailler avec les scientifiques, avec la Commission européenne, avec nos collègues des autres États membres, à ce que les résultats des négociations en cours aujourd'hui soient les meilleurs possibles pour les pêcheurs, sans pour autant qu'elles soient exagérées et qu'elles ne soient pas en accord avec les objectifs de gestion qui ont été définis et qui ont été rappelés dans ce reportage. Mais le travail qui est en cours et les réflexions et le travail qui a lieu aujourd'hui, c'est celui essentiellement des délégations qui nous consultent de temps en temps, des délégations officielles, je veux dire, qui nous consultent quand ils en ont besoin, mais le travail, nous l'avons déjà fait et il a pris l'ensemble de l'année qui s'achève en ce moment. Donc il est exagéré de dire que le sort des pêcheurs français, a fortiori européens, se joue en quelques heures ici à Bruxelles. Je crois que c'est plus aussi vrai que ça ne l'a été. Ça a été vrai pendant de nombreuses années où d'une année sur l'autre, il y avait des variations erratiques de quotas du haut vers le bas. Maintenant, on sait que les objectifs de gestion qui ont été définis par la nouvelle PCP sont faits pour ça aussi, pour donner de la visibilité aux pêcheurs. On sait que les variations, normalement, doivent être relativement faibles, en tout cas très prévisibles. Donc non, je ne crois pas qu'on puisse dire que tout se joue aujourd'hui. Il y a parfois, et sur des cas très particuliers, des mesures d'urgence qui doivent être prises. Et là, effectivement, dans l'urgence, les décisions qui sont prises peuvent avoir des conséquences si elles ne sont pas bien préparées, qui peuvent être très graves pour les pêcheurs. On parle en ce moment de la mise en place de mesures concernant le bar. Ces mesures, si elles sont prises de façon trop radicale, peuvent conduire simplement à l'arrêt d'activité d'un nombre de bateaux en France, en particulier dans mon organisation, au moins une trentaine de bateaux qui risquent de s'arrêter purement et simplement. Et là, on ne peut pas s'empêcher de faire la relation avec ce qui est expliqué dans le reportage sur ce qui a été vécu sur la mise en place de mesures concernant le thon rouge il y a quelques années, où le stock était au bord de l'effondrement, ou en tout cas c'est ce qu'on nous disait et c'est ce qui était relayé par les ONG dans les médias. Et en fait, on s'est rendu compte après qu'on avait très largement surestimé la situation et que probablement il n'y avait pas de mesures aussi
radicale à prendre. Et ce qu'on veut éviter, nous, et c'est le message qu'on veut faire passer aux gens qui négocient pour nous, c'est qu'il faut prendre des mesures qui soient tout à fait en ligne avec la possibilité pour les pêcheurs de les accepter et de rester rentables. C'est ça qui est important. Alors, M. Garand-Pérez, je rappelle que donc, vous êtes le président d'Europêche, donc vous avez une vision européenne de la situation. L'inquiétude des pêcheurs français, est-ce qu'elle est partagée par leurs homologues européens? Est-ce que, par exemple, en Espagne, au Portugal, en Italie, on a les mêmes angoisses? Bien sûr, dans tous les pays, nous avons la même sensation. On partage toujours les idées des Français et des autres collègues. Ce qu'on voit, c'est que dans les dernières années, nous avons travaillé beaucoup, nous avons fait beaucoup de sacrifices pour adapter notre flottille et notre possibilité de pêche à la législation de l'Union européenne. Les résultats, c'était très clair. Il y avait une grande réduction des mortalités de pêche pendant les dernières 10 ans, et une grande réduction des efforts de pêche et une grande augmentation des biomasses des différents stocks, surtout dans l'Atlantique. Donc ce qu'on dit maintenant, c'est qu'il faut avoir les résultats dans les quotas. On ne peut pas continuer toujours avec la destruction des bateaux, destruction d'emplois. On a besoin de quotas pour obtenir ces rendements durables qu'on a besoin et l'équilibre et l'intégration des aspects environnementaux, sociaux et économiques. Donc si je vous comprends bien, aujourd'hui, la tendance chez les pêcheurs, c'est de dire on a fait des efforts pendant des années, maintenant, ça suffit. Ça suffit et il faut obtenir les résultats. C'est clair qu'il y aura peut-être quelques stocks où on doit encore faire plus de sacrifices. Mais en général, il faut déjà obtenir les résultats. Sur quelles espèces de poissons, sur quels stocks on peut faire des efforts aujourd'hui? Bon, ça dépend il y a encore quelque chose à faire avec les cabillaud de certaines zones de pêche, mais on a déjà fait beaucoup sur les cabillaud. Et sur les merlous nord, nous sommes convaincus que déjà nous sommes, sinon déjà dans les rendements maximaux durables, nous sommes prêts. Donc il faut avoir plus de quotas. On peut dire la même chose sur les bourgeois, sur les merlans. Donc il y a beaucoup de différentes espèces où déjà on a besoin de plus de quotas parce qu'on croit qu'on a fait déjà des sacrifices. Les stocks, normalement, sont dans une bonne situation et les pêcheurs doivent vivre. Alors, Lionel Changeur, il y a un vrai problème parce que ces quotas sont basés sur une expertise scientifique. Or, on l'a vu dans le reportage et on l'entend ici dans les couloirs à Bruxelles. Parfois, les représentants des pêcheurs remettent en cause cette expertise scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est fiable, cette expertise? Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que la Commission encourage les États membres à améliorer les systèmes de collecte pour faire évaluer la ressource, que souvent elle avalise les avis scientifiques en prenant l'option un peu la plus prudente, ce qui se traduit la plupart du temps par des propositions de réduction de quotas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a une négociation un peu scientifique, aussi politique, parce qu'il faut, pour les États membres, maintenir la paix sociale, maintenir les territoires, et forcément, il y a une espèce de foire d'empoigne où les ministres arrivent à atténuer les restrictions qui sont proposées pour que ce soit finalement acceptable par tout le monde, et ceci est scellé par un compromis. Mais Jacques Pichot, je croyais que c'était le grand amour entre les pêcheurs et les scientifiques. Depuis quelques années, on voit des scientifiques venir sur les bateaux. Apparemment, ce n'est pas le cas du pêcheur que l'on a vu dans le reportage. Vous remettez en cause, vous, cette expertise ou pas? Je crois qu'il faut... il y a deux niveaux. Il y a le niveau des relations qu'on a avec les instituts scientifiques. En général, quand les stocks sont évalués et que les scientifiques ont le bon niveau d'information, ça ne pose pas de problème parce que les avis qui rentrent ne sont pas véritablement discutables. Après, les pêcheurs ont souvent... il y a un décalage entre la perception qu'ils ont des stocks et qui est plutôt positive. Les stocks sont globalement en augmentation. Javier vient de le rappeler à l'instant. Globalement, l'ensemble des stocks progresse. Et c'est la confrontation entre cette progression des stocks et la diminution des quotas qui est difficile à accepter
pour les pêcheurs. Et les pêcheurs, ils rendent responsables ceux qui sont à l'origine de la définition des quotas, que sont les scientifiques. On brûle les porteurs de mauvaises nouvelles, voilà, comme disent en Grèce antique. Mais je crois que, en fait, tout ça, c'est une question beaucoup de pédagogie et aussi de compréhension. Mais il faut surtout qu'on donne les moyens aux instituts scientifiques de rendre les avis les plus pertinents possibles. Et on a vu qu'à chaque fois que ces avis étaient précis et basés sur un bon niveau d'information, en général, ça profitait aux pêcheurs derrière. Parce que ce qui conduit à des baisses qui sont inacceptables pour les pêcheurs, c'est une approche frileuse et de précaution qui conduit, en absence de données pertinentes, à faire des propositions de baisse. Et ça, c'est inacceptable pour les pêcheurs, parce qu'eux, ils vivent la réalité, ils voient que le poisson est présent, et ils n'admettent pas qu'on puisse, simplement parce qu'il n'y a pas d'informations suffisantes, proposer des baisses. Surtout qu'eux, ils fournissent des informations qu'on leur demande en général. Monsieur Garde-Pérez. C'est aussi en réalité que la relation entre les pêcheurs et les scientifiques a amélioré beaucoup dans les dernières années. Et nous avons des observateurs à bord des bateaux, nous avons travaillé dans quelques projets avec les scientifiques pour connaître la situation des différentes espèces. Et les résultats, c'est aussi là-bas. Il y a plus de ces stocks où on connaît la situation. Et bien sûr qu'il manque beaucoup de stocks et que nous n'avons pas d'informations suffisantes. Mais nous avons amélioré beaucoup cette recommandation scientifique et finalement, avec ça, on peut obtenir plus de captures, plus de quotas et c'est mieux pour les deux parties, les pêcheurs, les scientifiques et les États membres. Léna Changeur, la Commission européenne a une technique bien à elle d'ailleurs quand il n'y a pas assez d'informations scientifiques pour pousser, pour faire en sorte que les États membres et les représentants des pêcheurs accélèrent les travaux de recherche sur telle ou telle espèce. C'est ce qu'expliquait M. Pichon. Effectivement, quand elle a des doutes sur l'avis scientifique ou quand il n'y a pas d'avis scientifique, elle applique le principe de précaution, une réduction de 20%. Donc forcément, ça, ce n'est pas... C'est une technique qui n'est pas partagée, qui n'est pas acceptée par beaucoup d'États membres. Et évidemment, ils négocient ça pour obtenir généralement le maintien des quotas, parce qu'en tenant compte des avis scientifiques précédents, etc. Je voulais juste rappeler un chiffre. En 2014, les stocks connus qui sont, on va dire, au RMD, donc qui sont durablement pêchés, sont à 59%. Alors qu'il y a 10 ans, c'était 6%. Donc effectivement, on peut voir qu'il y a une amélioration de la ressource, mais évidemment, le nombre de bateaux a diminué aussi de manière assez importante, de plus de 30%, je pense. Donc ça, il faut aussi en tenir compte. Mais est-ce que le principe de précaution qui est souvent avancé par les États membres, par la Commission européenne et par les scientifiques, c'est une chose qu'on comprend partout? Ou est-ce qu'on se dit, finalement, on en fait trop au nom du principe de précaution? Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas exagérer l'utilisation du principe de précaution. Le principe, c'est là-bas, il vient des Nations Unies, de la réglementation de l'Union européenne, donc il faut les respecter. Mais ce qu'on dit, c'est pas, il faut ne pas exagérer. Parce que s'il n'y a pas certaines informations sur un stock, pas parce qu'il n'y a pas de données, mais parce qu'il n'y avait pas de ressources pour processer toutes les données, donc il n'y a pas d'informations, recommandations scientifiques, et finalement, la Commission, normalement, dit moins 20%, au moins. Les pêcheurs, jamais peuvent comprendre ça. Jamais. Parce qu'on voit chaque jour dans les mers qu'il y a des poissons. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi, quelquefois, que les scientifiques, ils manquent. Ils ne sont pas toujours corrects dans la recommandation. Et on voit qu'il y a des stocks avec une augmentation des quotas de 40-20% cette année, et l'année prochaine, une diminution de 40%. Ça, c'est ridicule. Il y a un problème là-bas. Les pêcheurs ne peuvent comprendre pas ça, parce qu'on a besoin de stabilité pour connaître ce qu'on va pêcher, plus ou moins, chaque année, pour rentabiliser notre activité, pour maintenir l'emploi. Et pour nous, ça c'est très important. C'est pour ça
que la recommandation des 12e des Conseils d'exploration internationale de la mer, normalement, c'est une recommandation seulement scientifique de l'état des stocks. Mais c'est les États membres dans les conseils où ils doivent travailler avec les questions socio-économiques. Parce que s'il y a des mesures, diminution de 50% des quotas, peut-être, dans le point de vue scientifique, stock doit être peut-être accepté pour les 2015, si on parle de RMD, mais les RMD peut être obtenus les 2016, 2017 ou les 2020, comme la régulation dit. Donc, il faut obtenir un équilibre dans les trois aspects. Alors, Jacques Pichot, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le système des quotas n'est pas un peu dépassé ou déconnecté des réalités économiques? Parce que c'est vrai qu'on a la réalité scientifique d'un côté, puis la réalité économique, j'en parlais au début de cette émission, qui est le nerf de la guerre, finalement, pour les pêcheurs, comme celui qu'on a vu sur le bateau tout à l'heure. Moi, je crois qu'il faut, là aussi, il faut reprendre les choses à la base. Ce qui est le fondement du chiffre d'affaires des pêcheurs, ce ne sont pas les quotas, c'est la ressource. Il faut que la ressource soit disponible d'abord. Et donc, si à un moment, on était resté aux pratiques anciennes où on demandait les quotas sans avoir la moindre connaissance de la situation des stocks et on obtenait des quotas qui étaient en décalage complet avec la réalité, on mettait ces stocks en danger et finalement, on se rendait compte que les gens ils finissaient par en souffrir et de nombreux bateaux devaient disparaître. C'est malheureux à dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la profession parce qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait en temps voulu. Maintenant, donc les quotas, c'est quand même ce qui a permis d'atteindre les niveaux de biomasse et de rendement qui ont été rappelés à l'instant par Lionel Changeur. Et qui font que 60% des stocks sont au RMD aujourd'hui, alors qu'ils étaient moins de 10% il y a encore peu de temps. Donc les choses vont bien, et ce qui est important pour les pêcheurs, c'est pas d'avoir du quota, c'est d'avoir de la ressource qu'ils puissent exploiter. Ça, c'est la base. Mais je voudrais revenir sur la définition des quotas et montrer un peu l'absurdité du système tel qu'il existe aujourd'hui. Sur certaines espèces et certains stocks pour lesquels les pêcheurs fournissent les données qu'on leur demande de fournir, les stocks ne sont pas évalués par manque de moyens des instituts scientifiques. Et on sait bien que globalement, la situation économique des principaux pays européens ne permet pas d'augmenter les moyens de la recherche. Et il y a peu de chances pour que les capacités d'évaluation de ces stocks s'améliorent d'année en année. Donc ce qui va se passer, c'est que les stocks qui sont peut-être en bon état, mais on n'en sait rien, on va leur baisser les quotas tous les ans de 20%, simplement parce que l'état économique des différents pays ne permet pas de financer la recherche. Vous comprenez bien que pour les pêcheurs, c'est quelque chose qui est simplement inacceptable. Donc, et ça conduit au marchandage, au pseudo-marchandage, que condamnent les ONG, disant les pêcheurs ou leurs organisations font pression sur les États membres pour que les avis scientifiques ne sont pas respectés. C'est pas vrai. Lorsque les avis scientifiques sont clairs et qu'ils ont été élaborés en travaillant sur des données fiables, nous les acceptons. C'est lorsqu'il n'y a pas de données, que les évaluations ne sont pas correctes, que nous demandons à ce que les propositions soient revues. Donc si je comprends bien, Lionel Changeur, la première chose, c'est de financer d'abord la recherche avant de financer peut-être des plans de sortie de flotte, etc. Oui, sans doute. Je crois qu'une des espèces emblématiques, c'était la langoustine du Golfe, où chaque année, la Commission proposait -20 et qu'effectivement, il fallait négocier pour obtenir une reconduction. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que cette année, on voit quand même pas mal d'initiatives des pêcheurs pour améliorer la sélectivité, c'est-à-dire qu'il y ait moins de rejets, puisqu'on tend vers le zéro rejet. Voilà, on tend vers le zéro rejet. Et là, on a vu qu'il va peut-être y avoir des choses qui vont sortir de ce conseil, notamment pour la sole en Manche Est ou pour les poissons blancs qui sont capturés en mer Celtique. Justement, Javier Garas-Pérez, vous pouvez nous expliquer ce que c'est le zéro rejet? Parce que les consommateurs ne savent pas. Quand on a assez de poissons, on le rejette, non? Réellement, ce n'est pas zéro rejet. Il y a une régulation qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2015 pour les pêcheries pélagiques.
Ça veut dire la sardine, l'anchois, espèces comme ça. Et après le 1er janvier 2016, pour les espèces démersales, comme les merlous, cabillaud, et différentes espèces. Et progressivement, il y aura une obligation de débarquement de tous les captures des espèces qui sont avec les TAC et quotas, la régulation des TAC et quotas, ou dans les cas de Méditerranée, les espèces avec les tailles minimales. Donc, à partir de ce moment, avec certaines exceptions et flexibilités, tous les pêcheurs doivent débarquer tous les poissons capturés qui sont avec TAC et quotas. Donc, et s'il en débarque trop, qu'est-ce qui se passe? Bon. Il le rejette à la mer, il le met à la poubelle? Non, c'est tout à fait interdit de rejeter les poissons à la mer. Donc, il faut aller au port, débarquer les poissons. S'il n'y a pas de quotas, nous serons interdits à pêcher. Ça sera un problème qu'on doit solutionner entre tout le monde, entre les pêcheurs, les administrations, les scientifiques, la Commission européenne, parce qu'on peut trouver ce problème. Il y a certains mécanismes de flexibilisation. S'il y a certaines espèces où avec 5 quotas, on peut changer ça avec une autre espèce avec quotas. Mais réellement, il sera quelque chose de très difficile pour tous les pêcheurs européens. Alors, on le disait tout à l'heure, ce sont les organisations de pêcheurs, comme Pêcheurs de Bretagne, qui gèrent un peu ces quotas. Mais les pêcheurs, ils ont aussi leur rôle là-dedans. Parce que finalement, un pêcheur qui a X tonnes de poissons à pêcher, il peut la pêcher n'importe quand dans l'année, en tout cas en fonction des cours. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, on n'attribue pas des allocations individuelles à tous les pêcheurs pour tous les stocks. Il y a des quotas de pêche pour lesquels le niveau d'allocation, le quota qui nous est attribué est suffisant et il n'y a pas de raison particulière pour qu'on mette des mesures de restriction et qu'on impose des limitations aux bateaux. Donc, juste pour un petit bémol sur la présentation qui a été faite lors de ce reportage. Mais est-ce que pour un pêcheur, c'est facile de s'inscrire dans la durée, sachant que finalement, tout va être mis en cause d'une année sur l'autre? Tout n'est pas véritablement remis en cause. Si vous voulez, les parts qui sont attribuées à chacune des organisations, d'une année à l'autre, sont plus ou moins connues. Donc, sauf à ce qu'il y ait des variations très fortes des TAC et non pas des quotas attribués à l'OP, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il y ait de grosses variations dans le système de répartition interne à l'organisation. Donc, chacun connaîtra plus ou moins assez vite la part qui lui sera attribuée. Et après, c'est à chaque pêcheur d'essayer de tirer le meilleur parti économique de la part qui lui est donnée en essayant de pêcher au moment... Alors évidemment, il y a la réalité de la pêche qui fait que si vous voulez pêcher de la sole, par exemple, il faut la pêcher plutôt au premier trimestre de l'année parce que c'est là qu'elle se pêche. Mais il peut y avoir aussi des stratégies individuelles qui conduisent les gens à éviter d'aller pêcher à ces moments-là parce que souvent, c'est les moments où le prix du poisson est le plus bas et garder cette part-là pour la fin de l'année et valoriser au mieux, aux périodes de Noël par exemple, valoriser au mieux les quotas qu'ils ont. Ça, c'est chaque chef d'entreprise, parce que ce ne sont pas des pêcheurs seulement, ce sont des chefs d'entreprise, c'est à eux d'essayer de tirer le meilleur parti des quotas dont ils disposent. Lionel Changeur, on voit bien pour les pêcheurs, pour les organisations de producteurs, ce que peuvent provoquer ces quotas. Mais si on se met à la place des consommateurs, qu'est-ce que ça change pour nous, les quotas de pêche? Est-ce que le poisson sera plus cher, moins cher? Parce qu'on se dit, si on réduit, loi de l'offre et de la demande oblige, le poisson va voir son prix augmenter. Alors ça, c'est une excellente question. C'est plutôt au niveau des organisations de producteurs. Je crois qu'elles établissent donc des plans, c'est ça, un peu... pour que justement ils aient une meilleure connaissance du marché pour proposer les meilleurs produits au meilleur moment, pour que ce soit gagnant aussi peut-être pour le pêcheur et puis aussi peut-être pour le consommateur qui lui aura toujours un choix varié quand même de produits en fonction effectivement de la ressource. La sole va rester chère, le cabillaud va rester cher, la lotte risque aussi de rester chère. Monsieur Garde-Perez. De toute façon, il faut tenir en compte que les marchés communautaires de l'Union européenne est déficit. Donc, normalement, il y a plus de 60% des importations des pays tiers pour alimenter les marchés de l'Union européenne.
Donc réellement pour les consommateurs, il y aura une grande différence sur les prix. Il y aura une différence parce que si nous n'avons plus de quotas, il y aura plus de produits de l'Union européenne avec toutes les garanties de traçabilité, de sécurité, de pêche, de conservation, de durabilité et tout ça. Les importations, il y a certains cas que oui, mais il y a des autres que non. Alors, en conclusion, quand ces négociations ont débuté ici à Bruxelles, on promettait du sang et des larmes pour les pêcheurs. Certains avaient des phrases définitives en disant « ça va être une année terrible, certains vont arrêter ». Vous pensez que ça va être 2015, une année terrible pour les pêcheurs ou pas? J'espère que non. J'espère que non. Je suis toujours optimiste. J'espère que pendant ces jours qui viennent, tous les ministres et la Commission européenne pensent aussi, pas seulement dans les poissons, mais aussi aux pêcheurs, et nous donnent un résultat équilibré et suffisant pour les pêcheurs. Parce que sinon, ça sera terrible. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission ici à Bruxelles. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Campagne TV.